Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire et nous vous en remercions. Jonathan Pinet de General Assembly et moi animerons les échanges afin de tenter de répondre à la question « Former ou recruter les talents, quelle réponse en temps de crise ?» Tout d'abord, pourquoi avons-nous organisé ce webinaire conjointement? Bien sûr, LHH et General Assembly appartiennent tous les deux au groupe ADECO. Mais surtout, nous accompagnons nos clients de façon très complémentaire. LHH ne fait pas que de la transition de carrière. Nous intervenons en amont de General Assembly pour conseiller les entreprises face à l'accélération de la transformation des compétences, pour les aider à trouver des solutions adaptées à leur activité et à leur situation. Nous les aidons à adopter une démarche plus durable, qui dépasse le simple recruter, licencier, et s'appuie aussi sur la formation, la reconversion, le redéploiement. L'objectif est de les doter des compétences dont elles ont besoin, en temps et en heure. General Assembly fait naturellement partie du panel de solutions apportées par la formation et la reconversion, comme Jonathan aura l'occasion de le préciser d'ici quelques minutes. Alors, pour nous éclairer dans notre réflexion, nous aurons le plaisir d'accueillir 3 entreprises témoins. Schneider Electric, Cardiff, filiale de BNP Paribas, et L'Oréal. Je laisserai Jonathan présenter les intervenants qui nous feront part de leur expérience et des orientations de leurs politiques et pratiques en cette période de crise et de façon plus générale dans un monde en transformation. Tout d'abord, pour introduire le sujet de ce webinaire, j'aimerais vous faire part des réflexions qui inspirent nos démarches de conseil auprès des entreprises, toujours plus préoccupées par l'évolution et le renouvellement des compétences. Former ou recruter en temps de crise, la réponse paraît simple. Il faut évidemment faire les deux, mais elle ne suffit pas. S'il s'agit de satisfaire un manque de ressources ou de compétences urgents, la seule solution semble être de recruter, même de façon temporaire, car identifier les profils adéquats, puis les former, ça prend du temps. En revanche, pour être capable de répondre aux évolutions à moyen et long terme, il faut commencer par scruter l'horizon, même si ses contours sont mouvants. Car la crise accélère l'évolution des compétences dans différentes directions qu'il faut pourtant anticiper. À la construction. Pour combler les besoins futurs en compétences, il faut se donner les moyens de réfléchir à un redéploiement des compétences existantes, quitte à le compléter par des recrutements qui apporteront un renouveau. Car les compétences dont on aura besoin demain seront peut-être très recherchées et peu disponibles sur le marché. Je laisserai Jonathan vous faire part des atouts du reskilling. Pour ma part, je me concentrerai sur la démarche à suivre. Toute démarche d'évolution des compétences doit commencer par d'abord une définition des métiers qui seront utiles à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise ou à la transformation de ses activités. Ensuite, il faut faire une cartographie des compétences, avec le recensement de celles qui existent et bien sûr de celles qui manquent, la mesure des écarts et la construction des passerelles envisageables pour les combler, avec souvent l'aide d'un outil comme par exemple SkillMaps. Il faut ensuite communiquer largement, tenir un discours clair et transparent sur les enjeux et les évolutions qui deviennent essentielles pour donner du sens aux changements envisagés ou prévisibles. Puis, il faut rencontrer chaque salarié susceptible d'acquérir de nouvelles compétences afin d'évaluer son appétence et ses potentialités, qui seules permettront la réussite du changement. En limitant à quelques personnes les solutions de reconversion complète, qui sont toujours plus difficiles et risquées. Si on doit se séparer de certains salariés, il faut évidemment ne pas omettre de les accompagner dans leur nouveau parcours pour accroître leurs chances de trouver un nouvel emploi. 2 principes doivent inspirer l'ensemble de la démarche. Être convaincu de sa réussite pour le salarié et pour l'entreprise, et aussi ne pas imaginer que tout le monde est apte à se reconvertir à n'importe quel métier, parce que nous ne sommes évidemment pas tous interchangeables. Alors, accompagner cette transformation des compétences, accompagner cette évolution des compétences, c'est un devoir permanent de l'entreprise. Quand on parle d'évolution des compétences, on ne peut pas laisser de côté l'idée que l'entreprise a non seulement l'obligation légale de préserver l'employabilité de ses salariés, mais elle a aussi la responsabilité sociale, le devoir moral de s'en préoccuper dans un monde en crise dont le chômage croît de façon exponentielle. L'évolution des compétences est une aspiration au développement, des individus comme des entreprises. Elle doit donc être une démarche permanente, conduite par une politique de mobilité interne active et réfléchie. Je suis heureuse de passer à présent la parole à Jonathan Pinet de General Assembly.
Merci Aurélie, bonjour à tous. Je suis ravi d'animer cet échange aujourd'hui. Former ou recruter, c'est une question au cœur des problématiques que nous traitons avec nos clients. General Assembly, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une école de compétences digitales globale. Fondée il y a 10 ans aux États-Unis, nous avons 32 campus à travers le monde et sommes nouvellement implantés à Paris. Ce sont plus de 100 000 individus qui se sont formés au métier de demain avec SGA, avec un solide taux d'employabilité de 94% dans des domaines tels que la data, le marketing ou le code. Notre conviction, c'est qu'il est impératif aujourd'hui de repenser l'approche des talents au sein des entreprises. En automne dernier, le World Economic Forum a publié un constat sans appel. Avec le double effet de la pandémie et l'automatisation croissante du travail, 50% des employés aujourd'hui n'auront pas d'autre choix que de se reconvertir, se reskiller d'ici à 2025. Face à cela, nous observons de nombreuses initiatives innovantes chez nos partenaires pour booster la montée en compétences de leurs collaborateurs. Et nous avons publié un rapport l'an dernier sur le Build versus Buy avec Josh Bersin, un expert RH aux États-Unis, et des cas pratiques issus de nos partenaires américains. Il y a, selon moi, 3 enseignements à tirer de ce rapport. En premier lieu, pour les compétences digitales, et la compétence manquante en interne coûte comparativement 3 à 6 fois moins cher que de la recruter et contribue à sauver l'emploi. Alors, les estimations peuvent varier d'une entreprise à l'autre sur les divers coûts de recrutement, d'onboarding, de productivité, mais tous les cas convergent pour souligner l'avantage économique de cette approche. Ensuite, former est un formidable levier d'attraction et de rétention des talents. C'est ce que mettent en avant nos partenaires dans les bénéfices culturels de ces initiatives, qui ne se résument pas qu'à un simple calcul économique. Enfin, bâtir ces nouveaux talents digitaux requiert une nouvelle approche de la formation. Traditionnellement, les organisations constituent des catalogues de cours sur lesquels les employés peuvent venir se former. Cependant, face à la rapidité des changements technologiques, les individus ne doivent pas seulement se former, mais opérer une véritable transition vers des métiers entièrement nouveaux. Pour être efficace dans cette transformation, nous préconisons des programmes de formation intensifs en mode bootcamp pour accompagner les individus vers ces nouveaux métiers. Voilà ce que je souhaitais vous partager en préambule de notre échange. Si ce rapport vous intéresse et souhaitez le lire plus en détail, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous le partagerons. J'ai maintenant le plaisir d'introduire notre panel d'intervenants qui partageront leurs perspectives et expériences sur le sujet. Nous avons donc Paul-Henri Fallour. Paul-Henri, vous êtes vice-président Learning Strategy and Solutions University chez Schneider Electric. Dans ce rôle, vous capitalisez notamment sur une solide expérience business et êtes en charge de définir et mettre en œuvre la stratégie de formation et de développement du capital humain, ainsi que le programme Future Skills. Ensuite, nous avons Christophe Lou. Christophe, vous êtes Global Head of Learning and Development chez Cardiff, la branche assurance du groupe BNP Paribas. Vous avez évolué 20 ans au sein de l'organisation et dirigé entre autres le programme Skill Up, centré sur la formation de vos collaborateurs aux métiers de demain. Enfin, nous avons Nicolas Potier. Nicolas, vous êtes Global Vice-président des ressources humaines pour le digital chez L'Oréal, où vous travaillez étroitement avec la Chief Digital Officer. Vous êtes en charge du recrutement des profils numériques au niveau mondial, ainsi que des leviers RH qui vont accélérer la transformation numérique du groupe. Merci donc à tous les 3 de nous rejoindre et merci à vous tous d'être nombreux sur ce webinaire. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat que nous partagerons avec nos intervenants. Donc, pour commencer, j'ai une question pour vous, Christophe. Chez Cardiff, vous avez mis en place un programme ambitieux de préparation aux métiers de demain, Skill Up, et ce, dès 2018, en collaboration avec votre stratégique Workforce Planning. Quel regard portez-vous sur la crise que nous vivons aujourd'hui et comment adaptez-vous votre offre dans un contexte de distanciation sociale? Bonjour Jonathan, bonjour Aurélie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de rejoindre ce panel. Alors le regard sur la crise, c'est la première partie de la question, Jonathan. Je dirais que dans chaque situation difficile, il faut essayer de transformer les contraintes en opportunités.
Donc, dans cette crise, c'est ce qu'on a essayé de faire et ça nous a permis de valider que les actions que nous avions initiées dans les années précédentes allaient dans le bon sens. Et ça nous a même permis d'accélérer le déploiement des actions déjà mises en place. Alors, il faut dire que nous nous inscrivions déjà dans une démarche de transformation continue depuis plusieurs années. Alors, nous ne sommes pas la banque et l'assurance d'un monde qui change pour rien. Et chez BNP Paribas Cardif, notre ambition est de rendre l'assurance plus accessible. Donc, cette ambition a bien sûr été confortée ces derniers mois, vous le comprenez facilement. Donc, ça veut notamment dire être encore plus proche de nos clients. Et donc, en conclusion, finalement, cette crise n'a pas changé fondamentalement les besoins de compétences que nous avions déjà identifiés à travers l'exercice de workforce planning, de strategic workforce planning. Donc, des compétences autour du digital, de la data, de l'agile, des new ways of working, par exemple. Donc, finalement, ce qui a changé, ce n'est pas tant le fond, c'est plutôt la forme. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'offre Skill-Up dont je m'occupe, qui vise à accompagner la transformation d'entreprise et à accompagner les collaborateurs vers des nouveaux métiers ou dans l'évolution de leur métier, finalement, on n'a pas changé sur le fond les thématiques, mais on a plus changé sur la forme, puisque cette offre est aujourd'hui 100% digitale. Donc, tout peut se faire à distance, ce qui permet un déploiement plus simple, plus rapide, plus économique, et ce qui me permet, par exemple, d'organiser des classes virtuelles avec des participants de pays différents de façon extrêmement simple. Merci Christophe. Paul-Henri, Schneider Electric est dans un contexte d'accélération de l'évolution des métiers en 2020, tout en ayant évidemment l'impératif de maintenir une excellence industrielle. Comment est-ce que la crise économique et sanitaire impacte vos besoins de compétences? Premièrement, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je dirais que déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Schneider, on est une entreprise qui est en charge, un des leaders mondiaux sur la gestion de l'efficacité énergétique et des automatismes industriels avec plus de 140 000 personnes dans le monde, à peu près dans 100 pays. Avec, c'est vrai, une vraie ambition, et ça permet aussi de mettre dans ce contexte industriel, d'accompagner la transformation numérique de nos clients en mettant en place toutes les technologies nécessaires pour la partie énergétique et les automatismes, en s'assurant évidemment en priorité de développement durable, qui est un sujet qui est bien connu aujourd'hui pour l'entreprise. Et d'ailleurs, on a été récemment élu comme meilleure entreprise mondiale par le cabinet Corporate Knights, donc ravi de cette partie-là. Sur la partie liée à l'environnement, au-delà de l'aspect crise sanitaire et économique, je dirais qu'il y a 3 leviers d'accélération aujourd'hui des métiers et des compétences. Chez nous, il y a la transformation stratégique et business de l'entreprise, la transformation digitale et donc cette crise sanitaire. Si je fais un zoom sur ces 3 éléments concernant la transformation stratégique et business de l'entreprise, depuis plus de 10 ans, on a décidé de transformer l'entreprise qui est connue pour son côté très industriel, pour devenir une tech company. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie tendance pour pas mal d'entreprises, et notamment en élargissant notre offre sur les notions de software industriel. On est le premier éditeur mondial aujourd'hui de software industriel, et des services pour accompagner cette transformation digitale de nos clients. Donc, premièrement, une transformation depuis plus de 10 ans, 15 ans, une vraie transformation en profondeur du positionnement d'entreprise et de l'offre d'entreprise. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, la partie software et services. Donc, vous pouvez imaginer la nécessité de transformer et de développer de nouveaux métiers. Le deuxième élément, qui est cette transformation digitale qui nous impacte nous-mêmes. Évidemment, on est complètement impacté par cette transformation digitale au sein de l'entreprise qui impacte nos métiers, tous nos métiers, aussi bien du back-office que du front-office. La partie sales où les ventes sont fortement impactées, la façon dont on adresse nos clients, le go-to-market stratégie, la partie back-office avec la supply chain qui est aussi bigrement impactée aussi sur le digital, et les fonctions support comme la partie RH ou la finance. Donc là également, les jobs sont plus ou moins impactés par cette transformation digitale. Enfin, la partie crise sanitaire économique, je dirais qu'elle agit plutôt comme un accélérateur, là aussi, contextuel, conjoncturel, et qui oblige à faire changer la façon dont on travaille. On parlait à l'instant des nouveaux modes de fonctionnement, nouvelles façons de travailler, des nouveaux outils,
Là, évidemment, ces 3 accélérateurs sont vraiment une nécessité pour un renouveau de notre capital humain et de notre force de travail. Donc là, on a mis en place depuis 1 an et demi, 2 ans, vraiment une initiative globale, donc que je pilote, qui s'appelle Future Skills, pour l'aspect reskilling et upskilling. Et donc ça, je pourrais en parler un peu plus tard sur de quoi il s'agit. Très bien, merci, merci Paul-Henri. Nicolas, vous êtes en charge du digital chez L'Oréal. C'est pour vous à la fois un sujet et un support. Avec la crise et le tout digital actuel, est-ce que vous pensez que c'est la fin des formations en physique? Pas du tout. C'est certainement pas la fin des formations présentielles. Donc, je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Donc, merci de votre invitation, Jonathan et Aurélie. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Moi, je voudrais dire en introduction que, en fait, L'Oréal, mais c'est le cas de plein d'autres entreprises, n'a pas attendu le Covid pour découvrir la force et la puissance du e-learning et des formations digitales quand elles sont bien menées. C'est un point important et je reviendrai là-dessus. En fait, quand on a fait un peu le bilan de ce qu'on avait pu faire l'année dernière, on a vu à quel point la crise du Covid, la pandémie, le confinement pour nos collaborateurs partout dans le monde nous a aidé à progresser sur cette stratégie de e-learning, et on a eu des grands enseignements en fait de ces quelques mois, et je voulais en partager 3 avec vous. Le premier enseignement, c'est que le e-learning est pertinent quand il colle à l'actualité. Cette notion de real-time et de coller à l'actualité et aux besoins est un point qui est vraiment important. Nous, on a vu des tendances de fond, on a vu des tendances à accélérer de manière incroyable au cours des mois de confinement. On a vu, pour reprendre des thèmes qui nous intéressent et des sujets digitaux, on a vu l'émergence de TikTok à la vitesse de l'éclair. On a vu l'émergence du live streaming comme un nouveau canal de vente extrêmement important. Et donc, le e-learning sur ces sujets qui collaient à l'actualité était une arme très puissante. Donc, premier enseignement, coller à l'actualité. Deuxième enseignement, c'est qu'il faut que le e-learning puisse offrir des parcours personnalisés. En fait, il y a une attente de personnalisation qui est extrêmement forte. Et le track de formation qu'on avait développé avec General Assembly, adapté à chacun en fonction des résultats obtenus sur le CM1, qui est le fameux assessment qu'on a co-développé avec General Assembly et qui drive notre transformation digitale du marketing depuis maintenant plusieurs années. Ce besoin de personnalisation, cette personnalisation est un levier de succès vraiment important. Et puis le troisième enseignement, c'est que personne n'a envie de rester 2 ou 3 heures face à son écran à avaler du contenu sans qu'il y ait d'interaction. Et donc, il y a un besoin d'interaction et d'intelligence collective dans le e-learning qui est vraiment majeur et qui fait que ça va fonctionner ou pas. Donc, on a aussi travaillé sur ces enjeux-là. Je vais juste vous donner un exemple. On a organisé en mai dernier un e-hackathon sur 24 heures dans le monde auquel ont participé 700 personnes en contribuant en apportant des idées à cet hackathon. Et cette interactivité, ces formats d'intelligence collective étaient vraiment importants. Donc voilà, donc ça veut dire que le e-learning va devenir de plus en plus qualitatif, mais ça ne veut en aucun cas dire que les formations en présentiel vont s'arrêter. Par contre, ça va les obliger à monter en gamme, à monter en qualité, à monter en puissance. Qu'est-ce qui va justifier que demain, je me déplace, je prenne l'avion si je viens de l'étranger et je viens participer 2, 3 jours, une semaine à une formation en présentiel par rapport à ce que je pourrais avoir en ligne. Donc, voilà, tout le monde va progresser, le e-learning va progresser dans plein de sujets, à progresser, ça va continuer, et les formations en présentiel vont devenir des expériences immersives, inclusives et complètement incroyables, mais devront également monter en gamme pour rester pertinentes. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Nicolas. Paul-Henri, une nouvelle question. Comment identifiez-vous les compétences dont vos organisations ont besoin pour préparer l'avenir? C'est une vraie bonne question. Je pense qu'on est tous confrontés à imaginer un peu l'avenir, de quelles compétences on a besoin. Pour cela, je dirais que justement le cadre de ce projet Future Skills était initialement de dire de quoi a-t-on besoin pour le futur et comment est-ce qu'on y va pour développer ces compétences. On a voulu mettre en place une approche qui soit relativement pragmatique, mais éclairée aussi, avec, je dirais, une définition d'une stratégie de Future Skills, une approche, un modèle de compétences à faire et que l'on fait évoluer,
et puis aussi un certain nombre de solutions, ce qu'on appelle les quick wins, donc des solutions rapides à mettre en place pour pouvoir engager, gérer l'ensemble des salariés et les collaborateurs dans cette transformation. Donc, dans le cadre de l'identification de ces compétences, premièrement, ce que l'on a fait, c'est évidemment on a engagé une discussion avec les différentes entités du groupe, que ce soit au niveau des entités business, que ce soit au niveau des fonctions, des régions, des pays aussi, pour avoir, je dirais, une espèce de macro-cartographie sur les grandes tendances, sans aller trop dans le détail, mais au moins regarder un peu ce qui sortait, ce qui émergeait en termes de grandes tendances. Pas de grosses surprises, mais ça permettait quand même d'embarquer aussi l'ensemble des entités pour être partie prenante de cette transformation. Ça nous a permis de définir 10 compétences critiques, puis 4 et 2 pour 2020 à développer en priorité. Deuxième élément, c'est qu'on a aussi beaucoup inspiré de ce qui se passait à l'extérieur, notamment en organisant ce qu'on appelle des virtual learning expéditions. Donc, on a par semaine bloquée pendant chaque trimestre, on a accueilli un certain nombre de compagnies de conseil, des grandes compagnies. On a eu l'occasion d'accueillir Général Assembly d'ailleurs dans le cadre de ces relations. On a également aussi contacté un certain nombre de providers de fournisseurs technologiques, sur des solutions un peu innovantes, des startups dans le monde entier pour regarder un petit peu ce qui était mis en place. Et puis aussi d'autres grosses entreprises qui avaient l'expérience ou la même problématique. On s'est nourri de tout cela pour définir notre propre modèle de compétences, qu'on appelle le modèle H, par exemple, ou aussi notre propre approche, qui est un modèle qui s'appelle push-pull. Donc, c'est à la fois de quoi nous, en tant qu'entreprise, on a besoin en termes d'évolution, et le pull étant plus du côté salarié. Comment est-ce qu'on engage les salariés? Comment est-ce qu'on les responsabilise pour prendre soin de leur propre développement avec, par exemple, la mise en place de ce qu'on appelle les Smart Learning Solutions. C'est des solutions qui combinent de l'auto-assessment, de l'auto-évaluation et des parcours personnalisés. Aider tout ça avec de l'intelligence artificielle pour définir des parcours vraiment hyper individualisés pour chacun d'entre nous pour se développer. Enfin, un autre élément qui nous a aidé aussi pour identifier un peu ces compétences, on a mis en place une solution au niveau global, on a été plus vite que prévu à cause ou grâce à la crise sanitaire, qui s'appelle Open Talent Market, qui est une place de marché interne de compétences sur lesquelles l'idée c'est de mixer entre les demandes de développement, les demandes de compétences qui peuvent venir de différentes, donc soit des jobs, soit des missions, soit du mentoring, d'accord, et à la fois l'offre qui est proposée. Donc chacun, un peu comme sur des sites de rencontres, hein, c'est le même principe. Comment faire matcher un peu les deux au mieux possible. Là également supporté par des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de proposer les choix les plus pertinents. C'est un vrai succès et sur lequel on est en train vraiment d'accélérer parce que cela vient vraiment du business et des employés et c'est très dynamique. Ça nous permet réellement d'ajuster notre cartographie de compétences. Merci Paul-Henri. Nicolas, vous accompagnez la Chief Digital Officer dans la montée en compétences digitales au niveau du groupe, notamment des équipes marketing. Comment identifiez-vous les compétences requises dans ce domaine très compétitif et qui évolue en permanence? Moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que venait de signaler Paul-Henri. C'est vraiment une question très importante, en fait. Très important d'être sur les bonnes compétences, les bons sujets, les bons choix technologiques sur des bonnes plateformes digitales. Sinon, au-delà du fait d'avoir un problème d'opérationnalité, d'efficacité, en fait, vous n'attirez pas les meilleurs. Donc, pour nous, c'est un enjeu permanent de pouvoir continuer à attirer les meilleurs. Les meilleurs ne veulent travailler, je parle en particulier de la filière et des talents digitaux, ne veulent travailler que sur les bons sujets. Et nous, on est en recherche permanente de compétences et de talents qualifiés. On a recruté en 2020, on a recruté malgré la crise, on a continué à renforcer vraiment de manière très forte nos équipes digitales partout dans le monde. On a recruté 700 personnes l'année dernière partout dans le monde. Donc être sur les bonnes compétences permet vraiment d'être sur les bonnes personnes et donc d'avoir l'efficacité attendue. Alors du coup, comment on fait? Il n'y a pas de recette magique. Moi, je réfléchissais à la question hier soir et je pense qu'il y a trois leviers en fait. Le premier levier, c'est qu'on a la chance d'avoir une présence mondiale et donc ça nous permet via notre présence dans tous les pays du monde, de pouvoir savoir et identifier assez vite les compétences qui émergent et les compétences qui, demain, vont être utiles pour exercer un business qui est de plus en plus mondial.
Et l'exemple du e-commerce est flagrant, puisqu'aujourd'hui, les grandes plateformes de e-commerce sont à la fois multi-pays, multi-modèles de distribution. C'était de manière évidente le cas aux États-Unis ou en Chine, ça l'était un petit peu moins et c'est en train d'arriver partout dans le monde. Donc, cette capacité à pouvoir identifier les compétences dont on aura besoin demain, notre présence mondiale nous aide. Le deuxième levier, c'est qu'il faut en fait tout simplement étudier, écouter nos consommateurs et nos clients. En fait, ce sont eux qui nous guident sur les compétences dont on va avoir besoin demain. Et en échangeant, en discutant avec des très grands clients comme Walmart ou Carrefour, mais aussi en écoutant le coiffeur ou le pharmacien, puisqu'on a des marques vendues dans les salons de coiffure ou des marques vendues en pharmacie du coin de la rue. C'est l'ensemble de ces discussions et de ces feedbacks qui va nous permettre d'anticiper les besoins de nos clients et de nos consommateurs et donc de développer les compétences dont on aura besoin demain. Et puis, le troisième levier, c'est qu'il faut être très ouvert en fait, sur un écosystème divers de partenaires, et General Assembly en fait partie, d'écosystèmes de start-up, etc., de manière à pouvoir être à l'affût, être sur les… Là oui, je pense que nous avons un petit problème de connexion avec Nicolas. Eh bien, du coup… apprendre, etc. Ça, tout le monde est au courant de ça. Par contre, les vraies compétences techniques, on ne les connaît pas. Du coup, on va avancer, on va attendre que Nicolas, enfin, on va passer à une question pour Christophe en attendant que Nicolas puisse nous rejoindre dans des conditions techniques acceptables. Christophe, de votre côté, vous avez mis en place un strategic workforce planning. On a vu finalement la technologie n'était pas assez mature, le truc pour l'instant ne s'est pas complètement développé, donc ces nouvelles compétences sur l'usage de la voix dans la transformation digitale sont encore en devenir. Donc, il faut aussi s'ajuster et pouvoir parfois accélérer et parfois ralentir dans le développement des nouvelles compétences. Donc, être à l'écoute, être modeste et puis s'ajuster en permanence dans une logique d'apprentissage permanent. Je pense que c'est la bonne voie. En tout cas, ça a été pour nous. Merci, Nicolas. Christophe, donc vous avez une démarche de strategic workforce planning en place chez Cardif. Comment est-ce que ça vous aide à identifier les compétences dont vos organisations ont besoin pour préparer l'avenir? Alors, nous avons initié cette démarche de strategic workforce planning depuis quelques années déjà. Alors, de façon assez traditionnelle, ça ressemble à ce qu'a pu décrire Paul-Henri il y a quelques minutes. Donc, nous menons des réflexions très collaboratives entre les opérationnels, c'est-à-dire ceux qui occupent les métiers, leurs managers, les équipes RH à travers les HR Business Partners. Et je dirais de façon schématisée, très simplifiée, nous identifions les tendances qui impactent chaque métier, chaque fonction, chaque pays. Alors, des tendances qui peuvent être aussi bien des évolutions technologiques, des évolutions réglementaires, parce que nos métiers dans la finance sont extrêmement réglementés et ça change beaucoup. C'est aussi des tendances à travers les attentes de nos clients qui évoluent. Enfin, voilà, donc différentes tendances et on regarde comment ces tendances impactent plus ou moins nos activités. Et puis, nous traduisons toute cette réflexion en termes de besoins de compétences pour le futur que l'on compare aux compétences disponibles actuellement. Donc, c'est le fameux exercice de skill gap. Et donc, de là, débouchent des plans d'action pour atteindre ces niveaux de compétences dont on a besoin dans le futur. Alors, des plans d'action qui sont autour de la mobilité. Donc, j'aime bien la place de marché qu'a décrite Paul-Henri tout à l'heure chez Schneider Electric. C'est de la mobilité, donc c'est du recrutement, mais c'est aussi beaucoup de formation. Et donc, le programme Skill Up dont je m'occupe se nourrit de toutes ces réflexions. Finalement, le Strategic Workforce Planning est un peu la matière première pour moi dans le cadre de ce programme Skill Up et on développe les formations, les programmes qui permettront à nos collaborateurs d'être au rendez-vous demain
par rapport à l'évolution de leur métier ou bien de pouvoir évoluer vers de nouveaux métiers. Donc, on est autant sur l'upskill que sur le reskill. Voilà vraiment l'ambition de ce programme nourri par le Strategic Workforce Planning. Merci. Merci Christophe. Nicolas, de votre côté, comment évaluez-vous le succès de ces initiatives de formation vis-à-vis de vos collaborateurs? Alors, je dirais qu'on l'évalue. En fait, il y a plusieurs horizons. Il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors, à court terme, on a développé des méthodes d'évaluation qui sont un peu proches de la satisfaction, on va dire, à l'issue d'une formation. Il y a aussi des éléments court terme, typiquement dans des solutions de e-learning. Vous avez le nombre de participants qui vous aide à savoir si vous êtes pertinent ou pas. Quand vous avez, nous, on a lancé l'année dernière ce qu'on a appelé des masterclass séries gratuites, ouvertes à tous partout dans le monde, etc., sur des sujets précis. Quand vous avez 2500 participants couvrant 80% des pays l'oral, vous vous dites que vous êtes sur un bon sujet qui est pertinent et qui intéresse les gens. Si vous avez 220 personnes la semaine suivante, c'est que le sujet était moins pertinent. Etc. Donc c'est aussi à court terme la participation, l'engagement des gens dans ces séminaires de e-learning est naturellement le critère court terme le plus objectif. À moyen terme, c'est plus compliqué à mesurer, mais c'est vraiment quelque chose qu'on regarde. La réputation du groupe et l'attractivité, la capacité de l'oral à attirer les bonnes personnes dans les métiers digitaux est pour moi un facteur de succès de la formation en fait. Il faut savoir que sur ces populations digitales, la possibilité offerte par leur futur employeur à se former, à se développer sur les bons sujets est vraiment un levier d'attractivité extrêmement fort. Sans doute plus que pour d'autres métiers. En tout cas, moi, je le compare par rapport à d'autres métiers sur lesquels j'ai pu travailler. Et donc, du coup, la capacité d'attraction de l'entreprise est pour moi l'indicateur de la pertinence et de l'efficacité de la formation. Et de la même manière, à moyen terme, finalement, on est sur des compétences qui sont très disputées, sur un marché du travail qui est vraiment tendu. Le staff turnover des équipes digitales est pour moi aussi un indicateur finalement du succès des formations qu'on peut faire. Et puis à long terme, c'est les résultats business nous montrent si on a réussi finalement à embarquer les gens dans ces nouvelles compétences. C'est naturellement les parts de marché du groupe, c'est la part d'activité réalisée en e-commerce. Et nous, on a pu voir en 2020, au moment où une très, très grande majorité de nos clients partout dans le monde, quels que soient les circuits de distribution, fermaient, à l'exception des au total, on a pu constater que les équipes de e-commerce étaient prêtes à prendre le relais et ça voulait dire aussi qu'on avait fait ce qu'il fallait en matière de formation des équipes e-commerce. Et l'autre indicateur à long terme de la mesure de l'efficacité d'une formation, c'est notre capacité à promouvoir en interne, à nommer en interne dans les postes clés. Je vais vous donner un chiffre qui est un peu confidentiel, mais j'ai tout à fait confiance qu'il ne sortira pas de ce cénacle. En fait, quand on regarde, chez l'oral, on a 80 à 90 positions clés en fait, dans l'organisation sur les métiers digitaux, de e-commerce, de marketing digital, de médias ou de CRM. Donc, on prend ces 80 à 90 positions clés. Il y a 4 ans, pour les 2/3 d'entre elles, on recrutait à l'extérieur. En fait, on était vraiment dans une démarche d'acquisition des compétences que nous n'avions pas en interne, donc on recrutait à l'extérieur. L'année dernière, quand on regarde ces mêmes positions clés, pour plus des 2/3, on a été capable de les staffer en interne, ce qui veut dire qu'on avait, entre-temps, réussi à construire un pipeline de talents et de compétences qui permettait d'être au bon niveau, d'avoir des personnes au bon niveau pour prendre en place ces postes clés dans l'organisation. Et quand on nomme un patron de e-commerce pour un grand pays ou pour une zone géographique, c'est un poste extrêmement stratégique. On va faire cette année 25% de notre business en e-commerce. Donc, quand vous nommez le patron du e-commerce des États-Unis, de la Chine ou de l'Europe, vous voulez vraiment quelqu'un qui soit au bon niveau. Et donc, cette capacité à promouvoir en interne sur des postes très stratégiques et très importants pour nous, digitaux, est un bon indicateur de la capacité qu'on a eue à développer des gens en interne. Merci Nicolas. Comme on vient de le voir avec vous, l'idée de former plutôt que de recruter gagne du terrain dans les esprits depuis quelques années. Pour autant, les stratégies ne sont pas au tout recrutement ou au tout formation.
Comment arbitrez-vous les solutions à privilégier face aux compétences dont vous avez besoin? Peut-être Paul-Henri d'abord. Oui, alors c'est vrai qu'on en a parlé au départ, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies, c'est pas l'une ou l'autre, c'est ensemble. J'ajouterais même une troisième, à la partie buy au build, et la partie borrow aussi, c'est le fait que plus ça va, plus on rentre dans une économie de talent qu'on peut éventuellement intégrer ou impliquer de façon ponctuelle dans le cadre de missions, de projets. Je pense que c'est un élément qui est en train de se développer de façon aussi très forte qu'il faut accompagner. Si on se limite à l'aspect recruter ou développer, c'est vrai, et comme dit aussi par Jonathan au départ, on sait que les études disent que c'est 3 à 6 fois plus cher de recruter que de développer les talents. Donc, je pense que déjà, c'est un élément pour les entreprises aujourd'hui, un critère économique qui permet aussi de favoriser certains choix par rapport à d'autres. Et ensuite, il y a l'aspect des guerres des talents aussi. Si on va sur le marché pour chercher des talents digitaux, je pense qu'à un moment donné, on aura un problème de rareté et donc aussi de prix. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur ce sujet-là, clairement. Je pense que l'idée, c'est vraiment là aussi d'être spécifique au niveau des fonctions, des métiers, et se poser la question pour chacun, quelle est ma meilleure stratégie? Sans avoir une approche qui soit détaillée comme celle-ci, je pense qu'on part un petit peu, je dirais, quelque part dans le mur. Donc, il faut le faire aussi en fonction des géographies. Je pense qu'en fonction des pays, le besoin n'est pas le même. Donc là, évidemment, si on est en Inde ou en Chine, c'est pas exactement pareil que dans un pays européen, par exemple, ou aux États-Unis, sur lesquels je pense qu'on a une force de travail qui est un petit peu, qui est relativement différente. On parlait tout à l'heure aussi, Christophe en parlait de workforce planning, et je pense que c'est vrai que c'est un élément important. Aujourd'hui, chez Schneider, on a décidé de ne pas faire de workforce planning d'un point de vue global. On peut en faire ponctuellement pour certains sujets. On a plutôt une approche qui est plutôt macro pour dégager un peu les tendances, pour être très agile dans le cadre des besoins des compétences à développer. Ça, je pense que c'est important. On garde l'esprit de la partie workforce planning, de planifier, mais après, on l'adapte en fonction. On est très agile dans sa mise en place. Ça va permettre notamment, évidemment, de savoir quelles sont les compétences que l'on peut développer en interne, celles qu'on va pouvoir aller chercher à l'extérieur. Il y a un critère important qui est l'ampleur un petit peu de ce qu'on a besoin. Si derrière, si on imagine, par exemple, côté Schneider, que les métiers, l'automatisation ou l'industrie 4.0 a un impact majeur au niveau des usines, évidemment, à ce niveau-là, s'il y a des nouveaux métiers, notamment au niveau des agents de maintenance, qu'il faut faire évoluer, il va y avoir du reskilling at scale, donc en masse, dans lequel on va prendre soin. Et je dirais que c'est aussi, avant tout, une responsabilité d'entreprise. Lorsque c'est des jobs qui vont être très spécifiques, comme autour de la data ou de la cyber security, là aussi, il faut se poser la question. Et on a aussi, j'ai vu dans le cas de LHH, qu'il y a des études qui ont montré que quelquefois des métiers de comptable pouvaient aider également à être un super cyber security assistant ou agent ou analyste. Donc, tout ça, il faut vraiment le mettre en perspective et le dénominateur commun, c'est la compétence. Ce n'est pas le métier, c'est la compétence. Donc là, on travaille vraiment la compétence de corps comme fondation de l'ensemble de cette évolution. Donc, ça demande d'être agile, intelligent dans son approche spécifique. Et puis là encore, et là je rejoins aussi un peu ce qui a été dit avant, c'est que je pense que c'est avant tout une responsabilité, au-delà de l'aspect déjà tactique, c'est une responsabilité d'entreprise fondamentale, d'assurer l'employabilité des salariés, de chacun, de tous, de tous les collaborateurs, pour faire face aux enjeux de demain. Et voilà, on l'a vu l'année dernière avec l'aspect digital, remote, le travail en remote. Là aussi, les entreprises ont été mises à contribution pour pouvoir accompagner cette transformation accélérée. Ça fait partie fondamentalement de la mission de l'entreprise au sens premier du terme. Merci Paul-Henri. Une dernière question avant de prendre celle du public. Pour vous, Christophe, BNP Paribas vient de recevoir la reconnaissance de Top Employer Institute en soulignant notamment le volet carrière. Pour les participants du monde des RH qui nous écoutent aujourd'hui, quels sont les facteurs de succès pour mettre en place un programme tel que Skill Up? Alors, je répondrai en 3 points. La première chose, selon moi, et comme dans beaucoup de projets, tourne autour du sponsorship. Donc, c'est vraiment crucial d'avoir un sponsorship fort au plus haut niveau de l'entreprise. Voilà. Donc, les dirigeants doivent soutenir et assurer la promotion d'un programme tel que Skill Up et en montrer la cohérence avec la stratégie qui a été définie. C'est important de montrer que tout ça forme
un tout et que ce ne sont pas des initiatives dissociées. Deuxième point, il est aussi pour moi très important d'embarquer le management, donc toute la ligne managériale, pour qu'il soit acculturé à ces nouvelles thématiques, ces nouvelles compétences dont on parle. Donc, j'ai cité tout à l'heure le digital, le data, l'UX design, par exemple, parce qu'on va avoir besoin d'eux pour en être le relais auprès de leurs équipes. Parce que je me suis rendu compte que certains avaient entendu parler de tous ces concepts, de toutes ces nouvelles idées, mais n'en maîtrisaient pas vraiment le fond et avaient du mal à en voir les avantages, avaient du mal à mesurer les enjeux et les gains qui pouvaient être obtenus, et donc avaient du mal à encourager leurs équipes à se former sur ces thématiques-là. Donc, c'est important que le management soit acculturé à ces sujets-là, et puis aussi pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les managers et leurs collaborateurs qui sont formés. On a eu quelques cas, c'est anecdotique, mais de collaborateurs qui revenaient de formation, notamment avec General Assembly, qui étaient très enthousiastes et avaient vraiment envie de travailler différemment et qui se heurtaient à un management un peu traditionnel qui caricature, qui disait bon non mais c'est bien beau tout ça, mais on va continuer à faire comme on a toujours fait. Donc ça c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Et donc on a mis de nombreuses actions d'acculturation en place pour le manager, pour les managers, et ça a été quelque part presque un prérequis ou les premières briques de notre programme Skill Up. Et puis troisième point, je pense qu'il est indispensable d'être vraiment à l'écoute en interne comme en externe des tendances. Hein. Je crois que c'est Nicolas qui parlait d'écosystème tout à l'heure. Il faut vraiment capter tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, tout ce qui avance en termes, je parlais tout à l'heure d'évolution technologique, réglementaire, etc. Et puis en interne sur la stratégie de l'entreprise pour anticiper les besoins de formation. Ça passe aussi par la collaboration très étroite avec les équipes en charge du Strategic Workforce Planning pour garantir la cohérence entre les besoins de compétences identifiés et les programmes de formation à délivrer. Donc cette anticipation, elle est clé parce que on sait très bien les uns et les autres que mettre en place un programme de formation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'il faut presque être prêt au moment où on a identifié les compétences dont on aura besoin dans le futur. Il faut que le programme il soit déjà là, quoi. Donc, c'est un petit challenge, mais on y travaille. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant rapidement de prendre quelques questions et pour cela d'aller regarder le chat. Une question parmi les dernières posées, mais on va commencer par celle-là, autour de... voilà. Dans le digital, il y a un fort appel de prestataires freelance. Comment faites-vous pour sauvegarder les applications et les processus associés dans un contexte où vous avez beaucoup recours à des prestataires? Quelles compétences, en fait, on pourrait le dire autrement, quelles compétences développez-vous en interne pour vous assurer que le recours à des prestataires ne résulte pas en un appauvrissement de l'entreprise? Alors, je veux bien commencer pour répondre. Je dirais que on raisonne comme, je crois que c'est Nicolas, dans un écosystème. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre ressources internes et ressources externes. Je pense qu'il ne faut pas non plus se disperser et rester centré sur notre cœur de métier. Donc, on fait monter en compétences nos collaborateurs plutôt sur notre cœur de métier, mais on ne s'interdit pas d'aller outsourcer quelques prestations. Oui, non, je suis d'accord. Je crois qu'il faut vraiment trouver un bon équilibre et identifier les compétences clés qui permettent aussi de garder en interne un savoir-faire important. Je vais juste donner un exemple de notre côté. Pour nous, l'achat média et le pilotage de nos campagnes de médias est un truc très, très important. L'Oral est le 3e annonceur dans le monde, donc on parle de beaucoup d'argent. Et en fait, le monde des médias a complètement shifté ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, pour un groupe comme le nôtre, on investit 60% de budget média mondialement dans des plateformes digitales, alors que c'était 10% il y a 5 ans. Donc, ça a vraiment été quelque chose de majeur.
Et la façon dont on pilote une campagne média sur des médias digitaux n'a rien à voir avec acheter un slot de 30 secondes sur TF1 à 20h. Et en fait, on a identifié que c'est une compétence très importante et on a encouragé nos principaux pays à pouvoir internaliser cette compétence d'achat média de manière à ne pas la laisser uniquement aux mains de nos agences, à pouvoir s'assurer qu'on avait la bonne efficacité et la bonne rentabilité sur l'achat média. Donc, cet arbitrage est quelque chose d'important. Et après, il n'y a pas non plus à chaque entreprise de trouver aussi sa réponse en fonction de son business model. Mais je crois qu'il est important de faire en sorte de garder en interne des compétences opérationnelles. Si vous avez des équipes digitales ou IT qui font que de la chefferie de projet et que concrètement le savoir-faire est à l'extérieur, je pense que c'est une pente qui est un peu dangereuse. Merci beaucoup. Une autre question, je vais mélanger deux questions, puisque je pense qu'elles se ressemblent un peu. Il y a une question autour de comment est-ce que vous réalisez le positionnement de vos salariés sur du upskilling, et il y en avait une autre autour de est-ce que vos systèmes de learning sont intégrés avec votre SIRH pour pouvoir avoir une identification des compétences déjà développées et puis pour que l'un nourrisse l'autre et inversement. Quels outils en fait vous utilisez pour faire le lien entre compétences disponibles, compétences à acquérir et learning? Je peux commencer à répondre à ça. C'est vrai que aujourd'hui, il y a une vraie question d'architecture des systèmes d'information au niveau de l'entreprise. Historiquement, c'est vrai qu'il y avait une séparation un peu entre des fois les systèmes RH, les systèmes learning et voire les systèmes de reward, d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça c'est une réflexion qui est en cours, et bon, on a quelques passerelles déjà qui existent. Comment est-ce que derrière on met en place ce qu'on appelle un data lake, c'est-à-dire un ensemble, une capacité de référencement global de l'ensemble des compétences alimentées par différents systèmes et voir un petit peu la vitalité un peu de ces compétences, de l'évolution, celles qui sont les plus demandées, celles qui sont Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est Audrey. Voilà, Audrey, voilà, très bien. Donc, je pense que derrière, il y a déjà une nécessité que l'ensemble des systèmes RH de l'entreprise, quels qu'ils soient, puissent communiquer avec, comme mode d'échange, la compétence. Et ça permet de voir un peu la dynamique et voir les besoins et l'offre en termes non seulement de formation, mais aussi, pourquoi pas, à terme, récompenser ou faire le reward basé sur les compétences. Donc, voilà, donc je pense que déjà, avant tout, c'est cette partie-là. Progressivement, il faut y aller. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider, excepté si on est une start-up et on bâtit le système RH dessus. Pour les grandes entreprises, c'est un peu plus compliqué, ça va prendre un peu de temps. Et c'est ce qui permet avant tout d'avoir cet observatoire de ces compétences. Et justement aussi, je pense que ceux qui sont les mieux placés, ce sont les salariés. Donc, eux-mêmes voient un petit peu le besoin de compétences dont ils ont. Donc, comment est-ce qu'on capture et c'est un petit peu ces besoins de compétences, et je vais faire encore référence à la plateforme que l'on a, Open Talent Market, où les gens eux-mêmes décrivent les compétences qu'ils ont, décrivent les compétences qu'ils veulent développer de façon déclarative. Et là, ça permet réellement de voir un petit peu ce qui ressort en premier, et puis aussi en intégrant les ressources et les sources externes, voilà, de recrutement que vous connaissez et autres. Ça permet d'avoir un peu une dynamique sur l'évolution de ces compétences et de s'adapter et de proposer à chacun des salariés ce dont ils ont besoin. Merci Paul-Henri. Christophe, vous voulez réagir sur cette question? Oui, je peux poursuivre. C'est vraiment une question clé qui a été pénalisante dans le passé. Aujourd'hui, ça s'améliore. Chez BNP Paribas, et donc chez BNP Paribas Cardiff, nous avons depuis quelques années un outil où chaque collaborateur peut aussi décrire ses compétences. Donc, c'est du déclaratif, mais c'est quand même extrêmement fiable. À la fois décrire ses compétences et aussi alimenter son plan de développement personnel, donc après un échange avec son manager. Et de cet outil, il y a un lien avec le LMS, avec les outils learning. Et donc, le collaborateur va recevoir des suggestions de formation qui peuvent correspondre à ses besoins de développement. Très bien. On va peut-être prendre une dernière question du public. J'en vois une autour de l'évaluation des compétences. Vous en avez parlé un petit peu. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un auto-positionnement? Vous travaillez avec les partenaires RH, le management? Est-ce que vous avez des outils de référence de compétences pour positionner les salariés par rapport à ces formations?
Moi, je peux commencer à répondre. Je pense que c'est une vraie, c'est une question qui est importante dans un contexte où les compétences évoluent très très vite et où beaucoup de ces compétences sont nouvelles. Et chez nous, quand la nécessité est apparue d'accélérer fortement sur les compétences digitales, la question c'était comment on se situe par rapport à d'autres, un pays par rapport à un autre, un métier par rapport à un autre, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a cherché une forme de certification, d'assessment qui puisse être ouvert à tout le monde et qui permette à chacun de se positionner, non pas dans le cadre d'une auto-évaluation, mais dans le cadre d'un questionnaire, en fait, d'un test, tout simplement, avec cette vision de créer, et c'est là qu'on a démarré notre partenariat avec General Assembly, avec la vision de créer un peu le GMAT du digital ou le TOEIC du digital et d'un test qui soit un peu une référence dans le monde des compétences marketing digital. Et je pense que cet enjeu de certification est une tendance lourde de la formation et doit permettre à chacun de pouvoir se positionner. Nous, on l'a positionné comme un outil de développement, c'est-à-dire que on incite les gens à faire ce test, mais les résultats sont individuels, sont anonymes en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir le résultat de Pierre-Paul Jacques. En revanche, cette évaluation objective mondiale permet de mesurer globalement la montée en compétences de l'organisation. Donc, c'est le CM1 dont je parlais tout à l'heure et qui a été pour nous un enjeu, un driver de transformation très fort dans le groupe. Merci Nicolas. Paul-Henri ou Christophe, si vous voulez ajouter quelque chose. Je peux rajouter sur l'aspect digital. De la même façon, on a mis en place en interne des solutions qui permettent sur la partie digitale, sur 8 dimensions de digital, de proposer à chacun de s'auto-évaluer avec une série de questions. Donc ça, c'est quand même assez lourd. C'est 40 minutes, voilà, qui permet de pouvoir définir de façon complètement aussi anonyme et confidentielle son niveau par rapport au digital et de proposer en fonction des résultats des parcours, donc des playlists dans notre LMS, des playlists personnalisées en disant voilà, sur la partie cybersecurity, sur l'aspect collaboration, sur l'aspect, voilà un petit peu les éléments. Bon, vous n'êtes pas top, donc sur la partie littératie, enfin la partie knowledge sur la partie digitale. Ça permettait justement aux gens d'un petit peu d'affiner et d'engager les personnes dans cet élément-là. Parce qu'on se rend compte énormément, et je pense qu'on partagera tous cet élément-là, c'est que ce qui est le plus difficile, c'est le premier pas. Quand on parle digital, quand on parle agilité, on ne sait pas trop, on se retrouve devant une espèce de gros ensemble dans lequel on ne sait pas trop par quel bout commencer. Le fait d'aider les salariés à démarrer, d'engager leur propre transformation avec des petits outils comme cela, ce n'est pas forcément très complexe à mettre en place, mais en tous les cas, ça la met en mouvement. Et à partir du moment où ils sont en mouvement, ils sont curieux, ils récupèrent un peu, ils vont par eux-mêmes rechercher d'autres informations. Donc, développer cette culture d'apprentissage, learn how to learn, enfin, tous ces éléments-là, je pense, sont très importants dans la dynamique et dans l'engagement de chaque salarié pour trouver leur propre voie et pour développer leurs propres compétences qui manquent. Ouais, je suis très d'accord avec ça, absolument. Très bien. C'est ce qui conclut notre échange aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui sont revenus à travers vos diverses interventions. Moi, j'en retiens quelques-uns. D'abord, le fait que la crise valide les choix qui ont été faits par le passé et accélère ce besoin de compétences. Ça, on a pu l'entendre à travers vos interventions. L'importance aussi de bien identifier les compétences sur lesquelles vous souhaitez évoluer face à vos diverses évolutions. Chez Schneider, vous évoluez vers plus de technologie. Cardiff, vous opérez dans un monde réglementaire. À L'Oréal, vous avez des clients à travers le monde. Donc, savoir répondre à ces divers enjeux. Et enfin, savoir aussi rester pragmatique dans vos approches entre le recrutement, la formation, peut-être même le travail avec des freelances pour répondre à vos diverses problématiques. Donc, merci à tous pour vos contributions. Et Aurélie, je te laisse le mot de la fin. Merci Jonathan. Merci surtout à vous, Paul-Henri, Christophe et Nicolas. En fait, le chantier de l'évolution des compétences, il était déjà vital et urgent avant la crise. Et il ne l'est pas devenu moins avec la crise. En plus de ce que Jonathan a déjà soulevé, on peut souligner quelques principes, quelques pistes qui peuvent nous guider dans nos approches. Évidemment, il y a, et on vient d'en parler, permettre aux salariés de s'auto-évaluer, d'avoir une vision
objectif de se positionner sur des référentiels de compétences. Il y a aussi tout un sujet autour de la communication, communiquer de façon transparente sur les évolutions des activités et des métiers, en fait, accompagner la transformation culturelle pour que le changement ne soit pas redouté, mais qu'il fasse partie de la vie quotidienne des collaborateurs. Il y a, et on vient de le voir à l'instant, le fait de former de façon régulière les salariés pour que l'acquisition de nouvelles compétences ça devienne une habitude, pour développer la capacité d'apprendre à apprendre, puisque le renouvellement, pour ne pas dire le recyclage des compétences, ça va devenir de plus en plus le lot commun de toutes les entreprises. Et évidemment, il faut aussi avoir les outils adaptés qui permettent de faire cette mise à jour régulière des compétences et d'être très réactif. Merci donc d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'il vous a donné quelques éclairages utiles dans votre approche de l'évolution des compétences en entreprise. À bientôt pour de nouveaux échanges et bien sûr, nous vous communiquerons l'adresse où vous pourrez trouver ces échanges en replay. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.